Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette table ronde du forum Logiciels et Solutions IT. Nous allons discuter tous ensemble aujourd'hui d'un débat et d'une problématique qui touche pas mal d'entreprises, à savoir le choix entre l'implémentation d'un ERP ou de best of breed. On a choisi de se concentrer sur la partie finance. On aurait pu faire la prod ou d'autres choses, c'est la finance qui est ressortie. Cette table ronde est co-organisée avec Stéphanie Fontugne, la CEO de Boost Partners, qui avait animé le RP Contest il y a 2 ans sur le LEC. Donc, je vais vous présenter les intervenants. Je vais disparaître et c'est Stéphanie qui va prendre le lead. Donc, Stéphanie, la CEO de Boost Partners, qui est notre animatrice. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ensuite, nos 3 témoins qui ont eu la gentillesse d'accepter cette table ronde, de participer à cette table ronde. Nous avons Monsieur Schmutz, qui est directeur adjoint chez les ascenseurs Ménétrel. Bonjour Monsieur Schmutz. Bonjour à tous. Monsieur Antoine Facio, qui est directeur à la Fondetech. Bonjour Monsieur. Bonjour à tous. Et Monsieur Phil Storff, qui est le directeur général de Gamadia. Gamadia, que nous, on connaît aussi parce qu'ils sont exposants. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, je vous laisse entre pros, puisque moi, je n'étais là que pour introduire le débat et la séance. Chers amis, sur votre partie droite de l'écran, vous pouvez poser vos questions durant la séance et en fin de session, nos intervenants pourront répondre en live à vos questions. Merci Stéphanie, je vous laisse la place et je vous laisse le lead et je vous souhaite à tous une très bonne table ronde. Merci Yannick. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir tous à cette table ronde Best of Breed ou ERP. C'est un sujet compliqué et j'ai choisi d'inviter 3 chefs d'entreprise qui ont rencontré ce type de décision, qui ont pris ce type de décision pour leur entreprise et qui vont nous parler du contexte dans lequel cette décision a été prise, du contexte, de leur culture d'entreprise, de leurs objectifs lorsqu'ils ont décidé pour telle ou telle solution entre ERP ou Best of Breed. On verra que ces 3 chefs d'entreprise évoluent dans des secteurs d'activité différents, avec des stades de développement différents également, ils ont des besoins différents. Et ils évoluent aussi, et leur localisation est située sur 3 cantons différents. Par contre, ils ont la particularité, vous le verrez, d'avoir choisi tous les 3 des éditeurs et des intégrateurs suisses pour couvrir les besoins de leur comptabilité et suite financière. Vous aurez la possibilité de leur poser des questions à la suite du partage d'expérience qu'ils vont faire avec nous. Eh bien, écoutez, pour continuer, je vais laisser la parole à Jean-Marc Philisdorf qui va se présenter, qui va nous expliquer qui il est, que fait son entreprise et dans quel contexte il a pris la décision de prendre telle ou telle solution pour sa suite financière. À vous, Jean-Marc Philisdorf. Très bien, merci Stéphanie. Jean-Marc Philisdorf, la société Gamadia SA. Chez Gamadia, on crée des logiciels. On a trois logiciels différents qui sont destinés principalement aux PME en Suisse romande et aux administrations publiques, et puis aussi pour le monde du social. Notre application principale, c'est Tipeee, c'est une application de gestion du temps qu'on interface justement avec différents outils, différents ERP, et puis qui fait gestion du temps et portail RH pour un peu toutes les tailles et tous les domaines d'activité en Suisse romande. On est une société d'une 30aine de collaborateurs avec un fonctionnement agile et puis une hiérarchie plate, c'est participatif. Ça a aussi une influence dans nos choix d'outils. Dans une société de cette taille, moi je suis pas vraiment un homme de finance, je n'ai pas besoin de faire des très gros reporting puisque je suis le propriétaire principal de la société. Donc, je n'ai pas des gros besoins en termes de finances. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de simple et d'efficace. Et on a changé d'outil au moment où on a changé de fiduciaire pour aller vers quelque chose de plus dynamique, tant au niveau de la fiduciaire que du logiciel qu'on a choisi, et des logiciels qu'on a choisis, puisqu'effectivement, on n'est pas parti du côté d'un ERP, mais plutôt du best of breed, avec les bons outils pour les RH, pour la finance, pour le CRM, etc.
D'accord, merci. Antoine Facio, vous voulez nous parler de votre société et de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous avez été amené à prendre un nouvel outil? Volontiers, merci. Je suis le directeur de la Fondetech, qui est une fondation de droit public qui dépend de la ville de Genève. Donc, on est assez institutionnel malgré le fait qu'on est une toute petite équipe. Donc, on est 8 personnes en tout. Néanmoins, on a des complexités dans ce qu'on fait parce que notre activité principale est de faire des prêts à des entreprises qui sont en démarrage ou en fait qui ne peuvent pas accéder à du prêt bancaire. Donc, ça nous demande effectivement de pouvoir non seulement accompagner ces gens jusqu'à une décision de notre conseil de fondation, mais après de pouvoir les accompagner sur une durée de 5 ans. Donc, en plus de ça, donc, on a pas mal de stakeholders différents, dont la ville de Genève, à qui évidemment on doit rendre des comptes selon des formats de comptes assez spécifiques. Donc, quand je suis arrivé ici en fonction il y a 3 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait qu'on mette en place un certain nombre de choses au niveau du suivi financier et du contrôle interne. Donc, ce qui nous a poussé en fait à trouver une solution la plus innovante possible afin de pouvoir permettre de pouvoir sortir cette information et puis de donner des outils aussi à nos gestionnaires pour qu'ils puissent faire leur travail de suivi correctement. Ok, merci Antoine. Je vais donner la parole maintenant à Benoît Schmutz pour nous expliquer le contexte de son activité, le contexte du choix de son nouvel outil ou de son outil plus ancien. Oui, donc mon nom est Benoît Schmutz. Je suis directeur adjoint de cette PME familiale depuis maintenant 8 ans. Familiale, bientôt centenaire, la 4e génération est à sa tête. On est actif donc dans l'ascenseur, dans tout type d'ascenseur, du monte-plat jusqu'au monte-charge industriel, en passant par l'ascenseur vitré, panoramique. Mais ce qui rejoint tous ces produits, c'est le spécial, le sur-mesure. On vit dans un monde qui est bien connu de tout le monde, qui est très international, dominé par des grands noms, des grands groupes. Et puis nous, on est romans. Et puis notre mission, c'est de trouver les bons projets, les bons clients qui sont charmés ou qui sont attentifs à ce qu'on peut apporter comme valeur supplémentaire dans nos produits. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on vit. Et puis en 2013, respectivement 2014, je pense, on a trouvé une limite finalement aux divers outils qui étaient en place dans l'entreprise pour, entre autres, faire de la comptabilité, faire de la finance, mais aussi gérer nos stocks, aussi gérer toutes nos activités de service après-vente. Et puis après une année de recherche assez active sur différentes solutions, on a pris la décision de tourner la clé, de mettre tous nos anciens outils de côté pour passer sur effectivement un ERP. Avec bien sûr les modules de finance, vu qu'on en parle aujourd'hui, mais aussi d'autres modules dont on avait besoin et pour lesquels on est encore bien sûr en application. Merci. Alors, je vais continuer avec vous puisque vous avez la parole, Benoît Schmutz, et je vais vous demander, donc vous avez choisi un ERP qui couvre l'ensemble des domaines d'activité de votre entreprise. Sinon, il y a peu de sens d'avoir choisi un ERP, j'imagine. Est-ce que vous êtes heureux? Absolument. Alors, il n'y a pas que l'ERP qui me rend heureux dans la vie. D'accord, non, mais... on parle de ça quand même. Non, mais je suis absolument satisfait de ce changement, vraiment. Je pense qu'après, donc on a démarré en 2015, donc après 6 ans d'activité, d'évolution, etc., je crois quand même s'il y a un élément à ressortir, un avantage à ressortir de tout ça, c'est vraiment que ça nous donne une connaissance de l'encours. Et ça, c'est extrêmement important. On a des cycles qui sont longs entre la commande d'un ascenseur et la mise en service. Et ça peut durer entre 6, voire bien plus long en fonction de la complexité du projet. Et là, ce n'est qu'un début, c'est le début de la deuxième vie de l'ascenseur, puisqu'après, on a des temps de
de vie de l'ascenseur, de maintenance, de suivi technique qui sont longs, qui peuvent faire même 40 ans hein, facilement. Donc, on avait un besoin vraiment fondamental de maîtriser ce qui se passait tous les jours sur le terrain, de maîtriser, de connaître en tout cas ce qui se passe sur le terrain. Et avant l'application de ça, c'était vraiment un casse-tête phénoménal pour essayer de trouver un chiffre, de consolider quelque chose. Et là, c'est ce qui me satisfait le plus, je dirais, aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez intégré toute votre chaîne de valeur dans l'ERP, du rapport premier contact avec le client, on va dire, à la production de votre ascenseur ou de sa conception, jusqu'au suivi et de la maintenance éventuelle de votre produit, n'est-ce pas? Alors, il y a juste, il y a juste un slot qui n'est pas intégré aujourd'hui, c'est la partie conception-fabrication. On travaille par projet. Chaque nouvelle vente est un nouveau projet. Et puis aujourd'hui, on a une gestion aujourd'hui pratiquement à vue qui nous permet justement aujourd'hui de ne pas avoir intégré ça. Ce n'est pas un but de ne pas l'intégrer, mais je dirais que c'est le dernier module aujourd'hui qui n'est pas intégré. Tout le reste, la chaîne de valeur est effectivement intégrée depuis les premiers contacts clients jusqu'au suivi technique fait après la mise en service et durant bien des années. D'accord. Et ça veut dire que vous n'utilisez plus Excel, par exemple, pour faire vos reportings financiers ou votre suivi comptable? Non, non, absolument plus. Pour être tout à fait honnête, on utilise un tout petit peu Excel pour simplement présenter certains chiffres, certains résultats quand on fait la présentation au cadre ou à tous nos collaborateurs, nos collègues. On présente chaque année un peu où on en est. Là, on utilise un peu Excel pour mettre en valeur, pour mettre en regard, en lumière certains chiffres. Mais je veux dire, c'est plus du tout dans le processus, c'est plutôt dans la colonne vertébrale, l'outil d'Excel, on a oublié pour ça, c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, on a arrivé à développer en compta, mais aussi sur les autres modules, une exploitation des données qui commence à être très, très, très intéressante, où on a vraiment aujourd'hui pu partager cette connaissance et ces chiffres à travers tous les acteurs du process. C'est ça qui est hyper agréable. D'accord, merci. On va continuer avec Jean-Marc Filisdorf. Donc, vous avez choisi une solution différente. Heureux de cette solution? Oui, très heureux. En fait, j'ai vécu les deux. J'ai créé une première société où on était monté jusqu'à une 70aine d'employés. Puis là, on avait installé un ERP très intégré, tout intégré. On avait des besoins particuliers à ce moment-là. Et puis, donc, j'ai vécu ce processus de l'intégration et de la vie avec l'ERP. Et je suis très content aujourd'hui de ne plus avoir besoin d'ERP dans ce sens-là. Et puis d'arriver à faire avec le meilleur des différents outils, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité. On peut s'adapter très vite, ce qui va avec notre agilité aussi. Et ça, c'est très agréable, effectivement. Donc, on peut rebondir, on peut changer, c'est simple. Et puis l'outil me donne ce que j'ai besoin comme élément de pilotage pour avancer. D'accord. Oui, léger, ça me plaît. Ça vous plaît. OK. Et à vos équipes aussi? Oui, absolument. Mais en fait, la partie finance, on est peu à l'utiliser. Les autres outils, chaque personne va utiliser son propre outil. Et puis, dans la partie finance, on est deux, voire trois à utiliser. Et puis, pour être passé par différents outils, on est très content de ce qu'on a aujourd'hui, effectivement. On utilise peu Excel, mais le reporting trimestriel se fait quand même sur Excel, mais avec des exports. Donc, c'est mouliné comme on le veut. On a les chiffres qu'on veut, qui a été monté une fois par notre fiduciaire. Donc, que ce soit dans l'outil ou sur Excel, c'est finalement pas grand-chose. On ne bidouille pas dans Excel. On ne travaille pas avec plus que ça avec Excel. C'est simplement, on affiche les données dans Excel comme on a besoin. D'accord. Vous nous parlerez tout à l'heure de la façon où, si vous interconnectez votre module comptable avec le reste des modules, genre RH ou gestion de projet, Oui. si vous faites de la gestion de projet, donc tout à l'heure. Maintenant, je vais passer à Antoine Facio. Vous êtes heureux du choix de votre nouvel outil? On va faire un sans faute, oui, moi aussi. Mince alors. Formidable. Heureux. C'est clair qu'il a fallu le mettre en place. Il a fallu aussi petit à petit qu'on se rende compte de ce qu'il était vraiment bon à faire et puis de décider aussi quels outils on allait mettre à côté pour
pour que nos gestionnaires puissent avoir l'information qu'il leur fallait. Donc, je pense que, comme Jean-Marc, on a un cœur qui est vraiment centré finance, RH, qui est extrêmement solide, sur lequel on a toute l'information dont on a besoin et sur lequel il y a relativement peu de gens qui travaillent. Et puis, cette base-là nous permet après d'extraire à travers des API les informations qu'on a besoin pour que nos gestionnaires puissent faire leur travail. Mais ça fonctionne très bien. Et l'outil que vous utilisez, puisque je continue avec vous, est un outil qui est uniquement comptabilité, finance, où il y a aussi une partie RH, une partie... c'est un ERP, un best of breed, vous le qualifieriez comment? Je pense que ça s'approche plus d'un ERP. Donc, la solution s'appelle WellThings. Et donc, on fait effectivement toute la partie finance, budgétaire, RH à l'intérieur du produit. En fait, c'est la seule chose qu'on utilise. Et puis grâce effectivement aux gens qui nous ont accompagnés pour la mise en place de cet outil, on a réussi à le travailler pour qu'on puisse intégrer en fait le suivi des débiteurs, qui n'est pas forcément quelque chose qui était construit dans l'outil, mais on a réussi à faire en sorte qu'on puisse avoir l'information dont on a besoin depuis cet outil. D'accord. Donc, vous avez, c'est un outil qui s'appelle WellThings, qui couvre la partie finance, globalement, les budgets, tout le suivi de la compta, du chiffre d'affaires, de votre reporting financier, on va dire. C'est un éditeur suisse. Genevois, oui. Genevois, d'accord, donc une solution locale. On va passer à vous, Monsieur Schmutz. Vous avez choisi quel outil, puisque c'est aussi un éditeur suisse, parce qu'il existe des éditeurs de RP en Suisse. Donc, Alors, nous, on travaille sur une solution qui s'appelle CID ERP, C-I-D-E-R-P, qui est une base Odoo, donc un logiciel ouvert, on va dire ça comme ça, et qui est édité par l'entreprise Fair IT, qui est à Fribourg, en fait, qui sont des développeurs et des intégrateurs. Et puis, le choix, je ne sais pas si on en parlera après, le choix de l'intégrateur était foncièrement un travail sur lequel on a mis beaucoup de soins pour pouvoir essayer de se garantir un résultat qu'on vit aujourd'hui, dont je suis heureux, mais on a mis beaucoup de soins à choisir l'intégrateur. D'accord. Merci. Et vous, Jean-Marc Félisdorf, vous pouvez nous parler de votre outil ultra flexible ou c'est un secret? Non, ce n'est pas un secret, mais comme on interface notre logiciel de gestion du temps avec tous les acteurs du marché, ce n'est pas très important quel est l'outil qu'on utilise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs outils qui sont potentiellement intéressants pour une société comme la nôtre, d'une trentaine de personnes. Je peux en citer quelques-uns qui sont des bons partenaires et qui fonctionnent bien. Il y a Winbiz, il y a Cresus, il y a Pexio, il y a OM, il y a, enfin, etc., avec des avantages d'un côté et de l'autre pour certains. Donc, nous, on utilise un de ceux-là, et j'en ai oublié encore, et puis, ouais, ce qui était important, c'était le lien avec notre fiduciaire aussi, pour nous simplifier la vie. Ouais. Oui, je peux comprendre. OK, donc vous, ce qui a compté, Jean-Marc Félisdorf, c'est le fait de pouvoir connecter aussi vos propres outils, ceux que vous fabriquez et qui vous sont utiles dans la gestion de votre activité, à cet outil comptable de comptabilité. Ça a été déterminant. Moi, j'aimerais maintenant... Oui, c'est juste. Oui. Voilà. J'aimerais maintenant continuer avec vous sur... les quelques critères, les 2, 3 ou 4 critères prioritaires sur lesquels vous avez, on l'a un peu compris, mais choisi cet outil. Donc, il y a les API, il y a le fait de pouvoir se connecter. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, l'ergonomie et la simplicité, en fait, parce que perdre du temps avec des choses qui sont carrées, compliquées, on l'a assez fait, il y en avait marre, donc... C'était vraiment le moment de passer à quelque chose de plus simple. L'automatisation aussi, d'essayer de limiter le travail, soit chez nous, soit chez notre fiduciaire, pour nous éviter des coûts et puis automatiser tout ce qui pouvait l'être.
Et puis, ce qui était important pour moi dans le choix du produit, c'était qu'il soit adapté à notre taille d'entreprise. Je ne prends pas le même produit maintenant pour 30 employés que lorsque j'en avais 70 ou si j'en avais plusieurs centaines. Et il n'y a pas que la taille, disons, il y a aussi les besoins et les fonctionnalités, bien entendu. Mais je pense que la taille, c'est important. Quand on a instauré l'ERP dans ma boîte précédente, on était 70, on a fait une étude de marché, on a rencontré beaucoup d'acteurs. Et il y a une partie des acteurs, les grands noms du marché, moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. C'était vraiment un langage, une approche, enfin dans le wording, ce n'était pas le même. On ne parlait pas le même langage réellement. En fait. Et là, il ne faut pas collaborer avec le mauvais partenaire dans ce sens-là, clairement. D'accord, merci. L'intégrateur était important, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je n'ai pas d'intégrateur. C'est entre nous et notre fiduciaire. Je n'ai pas besoin d'intégrateur avec un produit comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'intégrateur était très important. D'accord, merci. Antoine Facio, les 2, 3, 4 critères décisifs pour le choix à l'époque de Wellthings. Pour nous, effectivement, les fonctionnalités, parce que tous les logiciels qu'on avait regardés nous permettaient de faire à peu près ce qu'on veut, sauf la gestion des débiteurs, en tout cas d'une manière simple. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et puis, je pense aussi facilité d'utilisation, facilité d'implémentation. Et puis, comme on est une toute petite équipe aussi, le prix avait un gros impact parce qu'on a vu des solutions qui allaient de quelques centaines de francs à quelques centaines de milliers de francs. Donc il y a effectivement un éventail très large et pour nous, il fallait qu'on puisse justifier de quelque chose qui restait dans des budgets relativement raisonnables. D'accord. Et quand vous dites, peut-être sans rentrer trop dans le détail, mais la gestion des débiteurs à la Fondetech, c'est une gestion des débiteurs très complexe. Pas une gestion de débiteurs avec une seule facture ou 2 factures, c'est une gestion sur la durée d'un emprunt et d'un prêt avec des intérêts, etc. Donc, je dis ça parce qu'à peu près tous les outils font une gestion des débiteurs, sauf que la gestion dont vous parlez, vous, est un peu plus complexe. Donc, je me permets de revenir là-dessus. Et on reviendra sur les critères par la suite aussi. Et vous, Monsieur Schmutz, alors, les quelques critères importants pour avoir choisi l'ERP évoqué? Alors moi, j'ai eu la chance dans mes vies professionnelles précédentes de soit être acteur, soit vivre un peu de côté certaines implantations de RP. J'en ai vu certaines très douloureuses, j'en ai vécu une ou deux aussi un peu douloureuses. Et puis, le point d'orgue, c'était vraiment que cette solution s'adapte à nos process. Mais vraiment. Et ça, c'est un critère extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans la recherche en dessinant un process assez complexe chez nous, et puis on a mis au défi les quelques intégrateurs de commencer à le réaliser un petit peu avec leur outil. Et on a vu justement dans cet outil-là, mais aussi dans l'intégrateur, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un outil, tout bon soit-il, ou tout modelable qu'il soit, si on n'a pas la personne qui comprend, qui veut comprendre nos process, qui a à notre service et qui ne veut pas imposer une solution déjà préconçue dans sa tête, ça ne marchera pas. Donc, on a trouvé un duo là entre site ERP et cette maison Faire IT qui nous a convenu et qui nous convient encore. Donc ça, c'était, je pense, le plus gros critère. Ensuite, on a un métier qui bouge, comme beaucoup d'autres, hein, c'est pas plus difficile chez nous, mais qui bouge beaucoup, donc on doit s'adapter. Et puis, c'était important d'essayer d'avoir une confiance suffisante sur la durée. C'est-à-dire que le premier pas, c'était de pouvoir faire autant bien qu'avec nos différents outils d'abord, en une année, de pouvoir mettre en place ce ERP et faire autant bien. Puis après, bien sûr, c'était de pouvoir faire évoluer, parce qu'on voulait faire mieux à terme. Et de pouvoir essayer d'inscrire ce partenariat, d'avoir assez de confiance. Après, c'est un risque que chacun prend dans les relations commerciales, mais c'est d'avoir assez de confiance avec cet intégrateur pour s'assurer qu'on puisse travailler un peu sur la durée et dans le temps. Donc, je pense que c'était bien sûr le prix, forcément, dans une PME qui doit se battre sur ces marchés est important, mais c'est surtout le retour sur investissement qu'on a un peu plus calculé que juste la dépense. D'accord, donc en continuant, merci pour cette réponse et en continuant avec vous, ce que je comprends, c'est que tout ce qui est couverture de vos besoins, suivi de l'ensemble
de votre chaîne de valeur, en fait, d'une grosse partie de votre chaîne de valeur. Ça a été mis en place progressivement. L'intégrateur était important et la possibilité de faire évoluer votre outil pour faire et suivre l'évolution de votre entreprise. En combien de temps vous avez mis, vous pouvez nous donner un tout petit peu une notion du temps qui a été nécessaire, grosso modo, pour mettre en place tout ça, aussi des ressources nécessaires pour qu'on voit les différentes approches, hein, tout simplement. Alors, on a tourné la première clé le 1er janvier 2015. Alors, je n'ai pas retracé l'histoire précisément, mais je pense qu'à la fin de la première année, on avait un outil qui était en tout cas équivalent. On avait intégré un outil en tout cas équivalent à l'addition des différents outils qu'on employait avant. Donc, ça, c'était important. C'était que dans la première année, on ait intégré ça. Alors, on soit arrivé à ce résultat-là. Mais pour ça, il y a eu bien sûr une année de projet avant, hein, de construction. On ne s'est pas posé des questions comment il fallait faire en 2015. On s'est posé des questions les 2 ans qui précédaient. Mais en 2015, on a tourné la clé. Et à la fin de la première année, on y était. Donc, on avait un responsable de projet en interne, informaticien, qui était vraiment notre tête de pont avec l'intégrateur. Et au fur et à mesure de l'intégration des différents modules, on a bien sûr embarqué les acteurs de ces différents process avec des simulations participatives, avec des discussions, avec de l'explication, avec de l'accompagnement, parce que nous, on est une entreprise qui a quand même 125 collaborateurs. Alors, la plupart sont plutôt des hommes de chantier, des femmes de chantier, mais on a quand même une grosse partie qui était bien sûr concernée directement par ces transformations-là. Donc, je dirais qu'à la fin de la première année, on était en tout cas équivalent, même on avait intégré 2-3 choses supplémentaires. Et depuis, chaque année, on travaille dans le cadre d'un budget qu'on définit avec l'intégrateur. Et puis, on essaye de mettre en place des améliorations qui nous sont vraiment nécessaires. Donc, cette personne qu'on avait nommée comme tête de pont durant le projet, elle fonctionne maintenant comme une sorte d'entonnoir de toutes les demandes d'amélioration, les idées d'amélioration. Et puis, en fait, on converse 2 à 3 fois par année avec notre intégrateur sur ces différentes propositions, idées que lui dimensionne. Et puis, par rapport à un budget qu'on se donne, on se dit, OK, on y va pas, on met ça en priorité, on met ça à plus tard, on verra, on laisse l'année prochaine, on verra si ça revient, etc., etc. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne. Mais je n'ai pas mesuré, mais c'est clair que c'est un gros changement. Hein. Il y a eu beaucoup d'investissements en temps de la part de l'entier de l'entreprise. C'est difficile de vous donner un chiffre. Donc, au moins une année de mise en place, de mise en route, et puis annuellement des mises en place et des mises en production sur certaines choses ou certaines spécifications nécessaires à votre métier. Absolument. Vous voulez parler, Jean-Marc Ulisdorf? J'ai vu que vous leviez la main. Allez-y. Je voulais réagir à ce que vous disiez, Benoît, où vous avez, le critère principal était de faire en sorte que l'outil puisse s'adapter à vos processus. Et puis donner un témoignage un peu à l'inverse de ce que j'ai vécu quand on a mis les RP, où on a commencé en faisant ça, où on a le premier intégrateur qu'on avait, en fait c'était la personne de contact qu'on avait qui nous aidait à faire l'intégration, nous a amené sur cette voie et tout était possible. Et on pouvait tout faire et on s'est perdu dans les méandres d'un truc qui n'en finit jamais, et on disait c'est bien, on peut faire ça, alors allons-y. Et puis en fait on se rendait pas compte que derrière ça allait impliquer un développement particulier, une maintenance particulière, ça aurait des impacts sur autre chose qu'on pourrait moins utiliser, etc. Et puis on s'est vraiment un peu noyé là-dedans, c'était assez douloureux. Et puis on a changé de personne dans la même société, mais on a pris une autre personne qui nous a accompagnés. Et puis le vent a tourné, il nous a beaucoup plus guidés et on avait besoin de ça. Alors après, c'est peut-être des moments dans l'entreprise, une maturité, mais on avait vraiment besoin de se faire accompagner, amener vers une solution. Et c'était tout est devenu du coup beaucoup plus facile. Donc je peux imaginer que ça dépend des besoins, je peux imaginer que ça dépend pas mal de paramètres, mais dans ce que j'ai vécu, c'était vraiment l'accompagnement était vraiment important et le guidage, la prise en main, qu'on nous amène quelque part et pas qu'on nous laisse toutes les portes ouvertes. Donc, ce que vous dites, c'est que dans le cas d'un ERP, en fait, effectivement, l'accompagnement
sur la durée et en amont est très important parce que en fait, il va falloir personnaliser d'une façon ou d'une autre ou adapter les comportements des gens à l'ERP ou vice-versa. Donc, il y a tout un changement à accompagner qui est difficile de faire en interne de l'entreprise. Et je redonne la main à Benoît Schmutz. Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, Jean-Marc. J'ai peut-être omis le fait de dire que avant, dans l'accompagnement, dans la préparation du projet, on a d'abord un petit peu, entre guillemets, nettoyé nos process. D'accord. C'est clair que le danger, c'est de penser que l'informatique, l'ERP, le DOB, etc., va faire en sorte que nos process fonctionnent mieux. Ça va juste informatiser de la désorganisation, c'est tout. Donc, effectivement, avant, il faut nettoyer le process, il faut réfléchir, avant de parler d'informatique, on parle de process, on regarde si c'est juste, si c'est pas juste, on remet en cause un peu notre fonctionnement. Et puis, une fois qu'on y est, OK, après, on peut passer à l'étape suivante et puis se dire, OK, c'est quel outil qui va me permettre vraiment de faire ça? Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de m'organiser. J'ai remis en cause ce process. Ça fait un moment qu'on fonctionne comme ça, mais je me rends compte que c'est encore la bonne manière. Donc, je vais essayer de trouver ce qui va pouvoir m'aider dans le suivi de ce process. Par contre, celui-ci, je me suis remis une question. OK, il faut faire différemment. On le nettoie d'abord, on s'organise d'abord réellement avant de trouver. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une étape absolument primordiale. Absolument. Donc, on voit qu'en fait, dans la mise en place d'ERP, ou que ce soit les best of breed, mais les ERP, c'est encore plus flagrant, ça ne reste que des outils. Donc, c'est plutôt la façon dont on va les utiliser et les appliquer qui va faire la différence si on veut automatiser un certain nombre de process, alerter et utiliser toutes les potentialités de l'outil en question. Alors, je vais me tourner vers Antoine Facio. Vous avez aussi un ERP, un mini ERP pour la partie finance. Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré des difficultés peut-être d'adaptation, de personnalisation? Vous avez dû changer vos processus et changer vos habitudes. Est-ce que on parle de changement de culture en fait aussi. Est-ce que le changement de culture a été, ou l'adaptation de la culture a été décisif dans la mise en place et l'utilisation de l'outil que vous utilisez aujourd'hui, qui est Wellsins? Absolument. Je pense que la culture est un des éléments les plus importants d'arriver à faire passer la culture, à faire changer la culture, à faire changer les habitudes. Et puis surtout, je pense arriver à ce que les choses se fassent progressivement dans le temps. Parce que, comme l'a dit très justement Benoît, c'est quand même un processus qui prend du temps. Moi, j'étais très ambitieux en disant on va réussir à faire ça en quelques mois. Finalement, ça a pris effectivement 12 mois, je pense, pour qu'on commence à voir le bout du tunnel, ou en tout cas que les gens commencent à s'accoutumer au nouveau processus, que tout soit débugué, si je peux dire ça comme ça. Et puis, je dirais que 2 ans et demi après, on est maintenant prêt en fait à faire une nouvelle étape. Bon, on a fait des améliorations continues, mais on a intégré les processus. On voit qu'on pourrait améliorer ces processus grâce à l'outil. Et du coup, on va cet été passer à l'étape suivante de refaire en fait une série de révisions de nos processus et de nos contrôles internes pour nous faire gagner en efficience. Et puis là, on se rend compte que les parties prenantes, nos utilisateurs sont demandeurs en fait, ce qui n'était pas forcément toujours le cas au démarrage, quoi. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement positif. Donc, effectivement, dans la mise en place d'un ERP, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, la partie culturelle est très importante parce que sinon, on va utiliser 5-10% de l'ERP, de ses potentialités et guère plus. Ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un best-of-breed, en fait, parce qu'un best-of-breed, Jean-Marc, vous l'utilisez pour la comptabilité uniquement, et en gros, ça ne demande pas une remise en cause des cultures, mais je vais vous laisser parler, mais peut-être plus une organisation différente de vos outils pour qu'ils se parlent entre eux. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, culture ou pas culture, pour un best of breed, c'est beaucoup plus simple, ça se met en place en un clic. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça. Ouais, voilà. Et en fait, est-ce que le gros du travail de votre côté, c'est pas plus les connexions? Et je vous écouterai aussi Antoine Facio et puis M. Schmutz là-dessus.
Je vous laisse parler, Jean-Marc. Oui, c'est juste la finance elle-même implique peu de changements culturels chez nous. C'était plutôt la facilitation, ça devait aller plus vite, etc. Ça s'est fait facilement. Par contre, là où c'est important pour nous, c'est d'avoir les bons outils à côté, au niveau RH, au niveau du CRM, au niveau de nos développeurs ici, pour que chaque outil fasse le job le mieux possible et chacun sait exactement ce qu'il veut là-dedans. Et puis ensuite, de faire en sorte que ces outils communiquent entre eux. La communication et les ponts qu'il y a entre les outils sont importants. C'est souvent moins compliqué qu'on l'imagine aujourd'hui. Il y a moins d'informations qui doivent transiter que ce qu'on imagine. On voit nos clients quand ils viennent pour Tipeee, d'abord, ils veulent tout intégrer, tout interconnecter. Puis finalement, quand on discute, on se rend compte qu'il faut que les employés puissent transiter, qu'il n'y ait pas besoin de ressaisir plusieurs fois les données des employés, bien entendu. Il y a des choses comme ça qui doivent être faites, mais l'intégration est beaucoup plus légère et plus simple que ce qui est imaginé au départ. D'accord, mais donc ça veut dire que par rapport à votre outil comptable, comment vous avez, est-ce que ça a été compliqué de connecter votre outil comptable peut-être à la gestion des temps, à la gestion des salaires, pour qu'il n'y ait pas plusieurs fois de ressaisie de la même information? Est-ce que ça, c'est... Non, ça l'aurait été il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est simple de faire ça. En fait, les outils du marché se parlent déjà. Dès qu'il y a un autre client qui a déjà eu la même configuration, les connecteurs sont faits. Et puis il y a des standards aujourd'hui qui font que c'est assez simple. Donc, quand on saisit un employé dans notre programme de salaire, on va le retrouver dans le programme comptable, on va le retrouver dans le RH, dans la gestion du temps. Enfin, Tipeee va envoyer les données, des piquets, des travaux de nuit de l'autre côté. Enfin, on a ce dialogue qui se fait de manière très simple, en fait. D'accord. Vous parlez de Tipeee, mais moi, je parlais de l'outil financier. Oui, mais en fait, mais vous me parlez de gestion des temps. Oui, c'est Tipeee, en fait, dans ce sens-là. Mais la comptabilité et les salaires sont intégrés chez nous. D'accord. Donc ici, ça c'est le même outil. C'est donc le même outil. Après, pour le reste, c'est des ponts avec nos autres outils. On a un pont avec notre CRM aussi. D'accord. Donc, il n'y a pas de ressaisie des données de base dans les différents outils, puisque vous avez réussi à les connecter grâce aux outils qui existent déjà et qui permettent au Best of Breed, en fin de compte, de se développer comme il se développe. Okay. Oui. Est-ce que ça... Merci beaucoup. Antoine Facio, est-ce que ça a été un souci? Votre ERP est ouvert aussi, peut se connecter avec la partie opérationnelle dont vous parliez, de gestion des dossiers et ainsi de suite? Oui, tout à fait. Donc Pulsings a un API, enfin des API qui sont tout à fait au point. Et puis, on a donc, nous, construit de notre côté un logiciel Front qui permet à nos porteurs de projets de créer leur prévisionnel financier et leur demande de financement chez nous. Et donc, les deux outils sont complètement interconnectés. Et finalement, on a construit tout le back-office de suivi des dossiers dans ce logiciel que nous avons développé. Et puis, les liens se font automatiquement. Donc, effectivement, on a déterminé où devait se trouver le single point of truth, soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis après, tout ça s'est connecté d'une manière très organique. Donc, ça nous a permis. Organique, OK. Ça nous a quand même permis de pouvoir, en tout cas, toucher l'information qu'une seule fois. D'accord. Monsieur Schmutz, j'imagine que la problématique était différente puisque vous, c'est un outil tout en un. Donc, a priori, les données ne doivent pas être saisies. À moins que je me trompe. Alors, c'est effectivement le cas, mais c'était à l'origine du projet, c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a des critères. J'avais comme ça à peu près dimensionné le fait que tout au long des différents process, il y avait à peu près l'équivalent d'un homme année ou d'une dame année, en fait, une ressource année qui faisait que de ressaisir ici et là des informations pour passer d'un système à l'autre. C'était des anciens systèmes, on parlait vraiment d'anciens systèmes, avec pas du tout des interconnectés. Risques d'erreurs, etc. Aujourd'hui, on a quand même quelques données qu'on doit saisir parce que, typiquement, on a toute la partie, et là, c'est un manque aujourd'hui de notre solution, mais sur lequel on essaie de travailler avec notre intégrateur. On a vraiment toute la partie planning du projet lui-même, vraiment le master planning, on va dire ça, tout au long du projet qui n'est pas intégré. Donc, on a quelques données de dates, de jalons qui doivent être reprises. Et à part ça, bien sûr, tout est intégré. Et c'est un vrai bonheur.
Super, oui, j'imagine. Parce que je crois que c'est un des casse-têtes dans l'entreprise que d'avoir la même information à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui, vous avez, Monsieur Schmutz, une information à la limite en temps réel, enfin même pas à la limite, en temps réel. Vous savez où vous en êtes en permanence. Vous avez évité les ressaisies de différentes de data, par des personnes. En gros, vous avez couvert les frais de votre investissement aujourd'hui. Oui, encore une fois, nous, on était, on a, comme je vous ai dit, on a calculé un certain ROI sur les 2 premières années. Ensuite, on est dans l'amélioration continue. On a un process qui fait que quand on demande l'amélioration, on est pratiquement sûr que c'est juste, mais pas tout le temps chiffré, mais on a l'intuition certaines fois quand elle n'est pas chiffrée qu'elle est juste, enfin qu'elle est. D'accord. Les fois où le ROI n'est pas complètement calculé, on sait que c'est juste d'y aller parce que le marché nous le demande, parce que l'efficience de nos gens sur le terrain nous le demande. On n'arrive pas toujours tout chiffrer. Mais tout à fait clairement, après une année d'intégration, on avait pu consacrer une ressource administrative qui faisait que de la mise en page, de la ressaisie au niveau des ventes, à faire autre chose avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, les ROI sont assez vite calculés. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée, grosso modo, encore une fois, à moins que ce soit secret ou confidentiel, du budget? Est-ce que c'est des licences que vous avez achetées? Est-ce que c'est une location que vous faites? C'est des contrats dans lesquels il y a une partie des choses qui sont les bugs, etc., qui sont couverts. Le reste, comme je vous disais, c'est des budgets annuels pour l'amélioration continue que nous, on fixe. Donc, ce n'est pas dépendant de l'intégrateur. On se fixe des budgets dans lesquels on reste dans le cadre, etc. Mais, excusez-moi. Oui. Et vous avez acheté des licences pour cette ERP ou c'est plutôt sous forme de… C'est vraiment sous forme de contrat annuel, de location de contrat annuel. Antoine Facio, licence ou SaaS, enfin location mensuelle? SaaS. Donc, SaaS. SaaS. Grosso modo, il y a un coût particulier où ça passe, il n'y a pas de souci, c'est un ordre de grandeur, c'est 100 francs. Ouais, c'est 69 francs, je crois, par personne. Donc, d'accord. Voilà, je crois qu'on a 7 licences, donc vous pouvez faire le calcul. Ensuite de ça, oui. on a effectivement pour la partie outils comptabilité RH, je crois qu'on a budgété 2000 ou 2500 francs par année pour éventuellement faire deux, trois développements spécifiques. Donc, c'est assez intelligent, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ce que ça nous a fait gagner en temps, en efficacité et puis en suivi des dossiers. D'accord. Et pour vous, Jean-Marc, pareil, c'est du même ordre de grandeur ou… Oui, c'est de l'ordre d'un millier de francs par année, donc c'est très léger par rapport à ce que ça nous apporte. D'accord. Et pareil, c'est du SaaS, c'est de la location. Oui. D'accord. Oui, sous forme d'abonnement, ce qui permet d'avoir les évolutions aussi, de ne pas devoir repayer tous les 3-4 ans la licence complète, etc. Donc, c'est confortable, ça évolue, c'est un produit qui évolue, donc c'est bien. Et c'est hébergé dans le cloud Oui. D'accord. En Suisse. Pardon. Cloud Suisse, pour nous, c'était effectivement extrêmement important qu'on puisse démontrer que c'était en Suisse et que les données étaient vraiment restées ici, en Suisse. D'accord. Pareil pour vous, Benoît Schmutz, ou c'est un serveur particulier, ou vous avez demandé un hébergement particulier? Non. Alors, on est en Suisse aussi sur cloud maintenant. On avait nos données chez nous, sur nos serveurs au début, et on a sorti ça il y a 2 ans. Mais Suisse, bien sûr. D'accord. D'accord. Pareil pour vous, Jean-Marc? Oui. D'accord. Oui. Donc, toutes ces solutions peuvent être d'éditeurs suisses, d'intégrateurs suisses aussi, ont été importantes pour vous et sont hébergées en Suisse avec les datas qui sont sauvegardées et qui font partie a priori de votre location mensuelle. C'est ce que je comprends. Alors, si maintenant on veut donner un conseil ou une chose peut-être à nos auditeurs pour que ça aille plus vite, pour qu'ils fassent peut-être, ils passent pas par les mêmes bêtises que
celles par lesquelles vous êtes passé, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner à nos auditeurs en disant, bah, écoutez, voilà, n'oubliez pas ça, lorsque vous pensez à soit à votre mise en place, soit à votre décision, en fait, dans les critères de décision. Un ou deux conseils, il y a très peu de temps, donc il va falloir aller vite avant les questions de nos auditeurs. Et je vais commencer par qui se dévoue, Jean-Marc? Oui, volontiers. Mon conseil, ça serait de bien connaître vos processus avant, de savoir ce que vous voulez, mais ensuite de vous faire guider, de vous laisser guider par quelqu'un par la bonne personne, qui connaît bien le marché, qui a un benchmark, qui a vu d'autres entreprises qui ne sont pas si loin de la vôtre et qui peut vous aider à trouver les bons processus. Je pense que Benoît ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. C'est bien d'avoir des approches différentes, mais en tout cas, pour une société de notre taille, c'est vraiment ce que je conseillerais. Benoît Schmutz, pardon, vous voulez ajouter Non, juste pour répondre à Jean-Marc, on n'est pas très loin l'un de l'autre de la façon de voir. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important de se faire accompagner dans nos process, dans la mise en place de nos process. Donc, bien sûr, je rejoins ce conseil-là. Maintenant, pour en donner peut-être deux autres, surtout ne pas aller trop vite. Et puis, ce n'est pas que ces conseils-là qu'il faudra aller plus vite, il faut aller pas trop vite. Je pense que ça, c'est important. Il faut prendre le temps vraiment de réfléchir et de faire son projet, de préparer. Comme une fois qu'on a tourné la clé, on a tourné la clé. Après, si on n'est pas sur les rails, il faut courir après le train et je trouve pénible. Et puis, la deuxième chose, c'est le nettoyage des données quand on passe d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ce que nous, on n'a pas assez bien fait. On a des données historiques qui dataient presque de 100 ans. Et puis, il aurait fallu faire un gros nettoyage sur certaines données avant de basculer dans le nouveau système. Et ça, c'est quelque chose que je ferai mieux la prochaine fois. C'est un point important, ça, parce qu'effectivement, quand on intègre un ERP, on intègre de l'historique, enfin, quand on met en place un outil, on intègre de l'historique et le nettoyage des données historiques est important. Et ce qu'on intègre ou pas. Antoine Facio. Oui, alors absolument, l'accompagnement, ça, je pense que c'est essentiel. Enfin, je rejoins mes deux camarades là-dessus. Puis effectivement, pour moi, c'est prendre son temps. Moi, je suis toujours quelqu'un d'extrêmement pressé, qui veut que tout marche. Mieux vaut faire en fait par étapes et puis construire des blocs par étapes et puis pas avoir peur de faire de l'amélioration continue plutôt qu'essayer de faire trop tout de suite et puis finalement tout le monde va être très très frustré et ça, finalement ça prendra le même temps mais d'une manière plus agréable, je dirais, si on fait les choses par étapes. Ok, bah écoutez, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions avec transparence et avec honnêteté en tous les cas, et d'avoir fait part de votre expérience. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Yannick Bazin. Merci à tous les quatre. On va pouvoir attaquer la session de questions-réponses. On est toujours en live, on est toujours enregistré. Et là, on va passer durant cette table ronde qui a été pré-recordée il y a quelques temps. On a pu analyser tous ensemble toutes les questions posées et on va passer en live aux réponses. Petite conclusion, donc, on peut avoir des solutions 100% suisses, hébergées en Suisse, avec des coûts, ma foi, fort abordables, mais il y a un gros boulot de préparation en amont. C'est comme ça que moi, j'ai fait ça, que j'ai compris tout ça. Donc, on va passer aux réponses. On vous reprend tout de suite en live et à tout de suite. Merci à vous quatre, pour cette intervention de très forte qualité, de très grande qualité. Alors, maintenant, nous allons prendre vos questions qui sont très nombreuses. Et je vais en sélectionner certaines parce qu'il reste peu de temps. Donc, j'ai des questions sur les API et je vais laisser parler ceux qui ont recouru à des API pour connecter leurs différents modules. Et je vais peut-être commencer par Jean-Marc Félisdorf. Donc, la question est API, est-ce que pour connecter les informations à d'autres modules ou connecter, vous avez besoin d'informaticiens ou est-ce que ça se fait très simplement avec des gens qui ne sont pas forcément des experts en informatique? Alors, ouais, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Soit les connexions existent déjà entre les deux outils qui sont utilisés. Ça a déjà été fait chez d'autres clients. Et puis, dans ce cas-là, il suffit
faire parler les deux outils, les deux personnes, et puis on va très facilement pouvoir activer ça, ce qui est déjà existant. Un deuxième cas, ça pourrait être l'échange de fichiers plats. Il y a parfois de la documentation qui permet des échanges tout simples de fichiers plats. Ça suffit dans certains cas. C'est même intéressant dans certains cas. Et puis, si on parle vraiment d'API et de créer un nouvel API entre deux outils qui ne se parlent pas encore, il faudra effectivement faire parler un peu les spécialistes des deux outils. Si tous les deux ont envie de parler ensemble, ça ira très bien. Et puis, comme dans la vraie vie, s'il y en a qu'un qui a envie de parler et que l'autre n'a pas envie de discuter, ça sera plus compliqué. Mais généralement, ça se passe très bien. Aujourd'hui, il y a des standards, il y a des technologies qui font que c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était il y a quelques années. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'experts du sujet, c'est ça que vous dites? Non, avec des outils qui sont des outils standards sur le marché, ces outils se parlent déjà, très souvent en fait. Donc, à moins qu'il y ait un besoin très particulier, mais normalement, ces outils ont déjà des passerelles entre eux, quoi. D'accord. Antoine Facio, vous avez une remarque à faire là-dessus également? Bon, bah, je crois que ce que Jean-Marc a dit résume bien la situation. Nous, dans notre cas particulier, notre outil France, en fait, l'outil qu'on met à disposition des gens pour créer leur prévisionnel financier est un outil qu'on a créé nous-mêmes. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'API de ce côté-là, donc on les crée au fur et à mesure, et là on a besoin d'informaticiens de talent, mais du côté WellSync, par contre, les API sont prêts, bien documentés, donc ça ne va pas poser de problème particulier. D'accord. Et pour vous, Benoît Schmutz? Concernant le sujet des API, on n'a pas été touché par ça, vu qu'on a un outil qui est tout intégré, donc j'ai malheureusement pas beaucoup d'expérience à vous partager sur le sujet. D'accord. Ok, mais ce qu'on voit, c'est que les API ne posent pas de problème pour faire connecter soit des ERP, comme dans le cas d'Antoine Facio, soit des best of breed, comme dans le cas de Jean-Marc Philisdorf. Une autre question pour vous, messieurs, sur la partie software as a SaaS, donc location, donc dans le cloud en général, que vous avez choisi. Est-ce que le fait d'avoir des modifications régulières de la part des éditeurs, donc des éditeurs suisses, sans avoir de release importante, mais avec des modifications de fonctionnalités ou des ajouts de fonctionnalités, est-ce que ça pose un problème à vos équipes, en fait, qui peut-être sont habituées à plus de formation ou à des méthodes plus traditionnelles de release ou de changement de licence? Donc, en gros, est-ce que le fait d'avoir cette flexibilité dans le cloud et de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités dans vos best-of-breed, dans vos ERP, pose un problème à vos équipes ou pas? Antoine Facio. Oui, ça pose un problème, absolument. C'est vrai on se rend compte que des fois, il y a des fonctionnalités qui apparaissent, les gens ne sont pas forcément au courant chez nous, on n'a pas forcément... on est en train maintenant de mettre des systèmes pour les informer au fur et à mesure, mais ce n'est pas toujours le cas, et puis des tensions qui pourraient tout à fait être évitées, mais c'est vrai que de ce côté-là, la release était plus simple. Mais je pense que c'est un tout petit inconvénient du SaaS, parce que ça nous permet quand même d'être beaucoup plus agile et de développer beaucoup plus vite, d'avoir des fonctionnalités qui se mettent en place beaucoup plus rapidement et des corrections de bugs aussi beaucoup plus rapides. Donc, mais c'est vrai que ça demande une organisation un petit peu particulière. Et ça veut dire que de la part de votre éditeur suisse, vous n'avez pas d'informations sur les changements, dès lors que c'est des changements qui sont peut-être minimes pour lui, c'est ça que vous dites? Alors non, on a de tout. On a effectivement des changements qui se font comme ça au fil de l'eau, je dirais, qui ne sont pas forcément documentés. Et puis effectivement, quand il y a des features un tout petit peu plus importantes, alors là, on a la documentation. Et on se trouve de temps en temps, effectivement, en face de nouvelles choses qui ont été documentées. D'accord. Et je dis ça, en fait, je dis pas forcément ça pour WellSync, parce qu'ils font un assez bon travail de ce côté-là. Mais nous, comme dans l'application qu'on développe, là, il peut se trouver qu'effectivement, on se met d'accord assez vite avec le développeur, et puis les choses arrivent sur la plateforme plus vite qu'on le pense, et on n'a pas eu le temps forcément de le communiquer. D'accord. Donc, des développeurs qui vont vite, ça, c'est pas mal. OK. Mais un point d'attention peut-être donc pour ceux qui nous regardent, pour l'information que les éditeurs doivent communiquer dans le cas de changement de fonctionnalité. Jean-Marc Philisdorf, est-ce que vous avez ce type
de problèmes avec le best of breed qu'on ne connaît pas, mais qui, voilà. Non, alors pas tellement, parce qu'en fait, c'est des changements qui sont toujours un plus. Quand on apprend que le plus est arrivé, ben on va creuser, on va voir, et puis ça fait que le produit évolue, et c'est plutôt appréciable d'avoir régulièrement des petites évolutions plutôt qu'une release qui serait faite une fois tous les 6 mois ou je sais pas quoi. Donc c'est appréciable. De notre côté, quand on fait des releases sur notre produit Tipeee, on envoie un mail au client en même temps que la release, comme ça, on a le client a l'information en même temps, et puis ça lui permet de réagir avec ses équipes. D'accord. Et vous avez, alors, sans parler de Tipeee, mais du Best of Breed, mais on reparle de Tipeee, donc bravo. Vous avez une formation, vous avez une information de la part de votre éditeur ou elle est lacunaire Non, on a je pense aux 2-3 outils qu'on utilise Best of Breed. On a des vidéos en ligne vers lesquelles on peut aller si on a besoin d'informations. Et quand il y a une nouveauté aussi, dans la mesure du possible, on a un pop-up dans l'outil qui apparaît, et puis ça nous permet d'aller voir une vidéo sur telle ou telle fonctionnalité des salaires ou de la compta, ou etc. D'accord. Soit en vidéo, soit en texte. D'accord. Et vous, Monsieur Schmutz, est-ce que c'est un souci que vous rencontrez ou pas du tout? Disons que c'est une vraie chose qu'on a dû apprendre à gérer, d'autant plus qu'on a aussi une application mobile. On a beaucoup de personnes qui sont sur les chantiers, qui travaillent sur une application mobile, forcément intégrée à SID ERP. Et du coup, chaque évolution, chaque changement que nous avons demandé, déjà, donc on est d'accord de faire cet effort-là aussi, parce que c'est notre besoin qui fait que les petites évolutions sont mises en production. A demandé une vraie structure, c'est-à-dire que notre responsable informatique, chef de projet, valide ça, informe au préalable les gens qui vont être touchés par ces informations-là, ces évolutions, et puis ensuite fait le service après-vente en interne, on peut dire ça comme ça. Donc oui, c'était quelque chose à mettre en place qui nous a pris du temps, mais en même temps, comme Jean-Marc disait, on est content d'avoir ces évolutions, donc c'est un effort qu'on fait avec du cœur. D'accord, ok. Et enfin, probablement une dernière question pour vous tous les trois. On a beaucoup parlé de préparation, de la mise en place de ces outils, des phases de gestion de projet, etc., pour que l'outil soit bien utilisé, de culture aussi, ou d'adhésion à la culture. Comment ça se passe? Parce qu'en fin de compte, un outil, c'est un vrai changement. Et en général, les gens sont assez réfractaires au changement, quels que soient les changements. Est-ce que vous avez travaillé beaucoup sur ces aspects humains pour éviter ces réticences au changement et que les gens se sentent sécurisés dans leur job malgré la mise en place d'un nouvel outil? Et je vous demanderai d'être super bref, et je commencerai par Monsieur Philipsdorf. Ok. En étant bref, je pense que c'est un des avantages du Best of Breed, parce que ça permet d'avoir des outils qui répondent aux besoins de chaque équipe et chaque département, et qui sont le meilleur outil qui leur répond. Et donc, l'adoption est plus facile si l'outil répond bien aux besoins. Donc, on a peu de problèmes de ce niveau-là. Peu de problèmes, bien sûr, l'humain, le changement, tout ça, mais comme l'outil est proche de ce qu'il a besoin, il y a peu de problèmes. D'accord. Antoine Facio, de votre côté, est-ce que la réticence, ou en tous les cas l'anxiété, on va dire, peut-être pas la réticence, mais l'anxiété, a été non pas un problème, mais a été quelque chose que vous avez géré? Oui, bien sûr, ça doit se gérer, ça se gère. Il y a des gens qu'il faut mettre comme champion le plus rapidement possible parce qu'ils vont porter la solution. Et puis, il y a des gens que vous savez que vous n'arrivez pas à convaincre tout de suite et puis qu'il faut juste embarquer avec vous. Et puis, dans le temps,